Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, près de 80 000 enfants et adolescents qui n'ont pas le français pour langue maternelle sont scolarisés en France. La majorité dans des UPE2A, vous ne connaissez pas, et bien grâce à Aurélie Castex, ça va changer. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Et la couche d'ozone, on l'étudie notamment en SVT, mais pas seulement. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier, un cours particulier dédié aujourd'hui un peu au même sujet que notre grand oral, puisque pour s'intégrer, il y a nos UPE2A, mais il y a aussi le sport, et elle vous en donnera un exemple avec Kaboubou. C'est une association qui œuvre pour l'inclusion des personnes déplacées par le sport. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, grand oral. C'est l'histoire d'un pays riche et développé, dont le nom est synonyme dans le monde entier d'humanisme et de droits de l'homme. Un pays qui pourtant pinaille au quotidien la générosité la plus élémentaire envers des enfants ayant souffert 1000 maux. Cette histoire, c'est pas exactement celle que racontent les nouveaux venus, le livre d'Aurélie Castex, mais c'est bien celle qu'on se raconte en le refermant. Ce livre, Aurélie, bonjour. Bonjour. On va commencer par planter le décor. Vous êtes autrice et illustratrice. Les nouveaux venus vient de sortir aux éditions du Faubourg et il témoigne d'une année que vous avez passée en UPE2A. UPE2A, vous devez le connaître par cœur. Oui, alors vous voulez que... Ce que ça veut dire. Moi, je l'ai sinon. Vous l'avez, j'espère. Parce que... Unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés. Donc, en gros, ce sont ces structures d'accueil pour les jeunes qui viennent d'arriver en France et qui ne maîtrisent pas encore la langue française. Qu'est-ce qui vous donne l'idée, qu'est-ce qui vous donne l'envie de réaliser au fond, ce reportage dessiné et qui fait que vous avez passé quoi, un an dans une classe? Oui, j'ai passé un an dans une classe UPE2A à raison d'une journée par semaine en fait au sein de la classe. J'ai découvert cette classe tout simplement parce que mes enfants dans leur école publique du 19e arrondissement à Paris il y avait une UPE2A dans leur école. Je ne connaissais pas du tout ce dispositif. Et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, et assez positif, puisque c'est un dispositif qui permet aux enfants qui ne parlent pas le français de petit à petit apprendre la langue dans une classe qui leur est dédiée et en intégrant petit à petit une classe ordinaire dès qu'ils ont un niveau suffisant pour comprendre certaines matières. Ils commencent par des matières comme l'art plastique, la musique, le sport, où ils ne sont pas forcément obligés de parler bien le français pour suivre et participer. Et puis, petit à petit, ils vont faire des mathématiques, l'histoire, géo, français. Donc, ils sont affiliés à leur classe du PE2A et à une classe ordinaire selon leur niveau. C'est ça. Et on va alterner entre classe et dispositif sans faire attention, vous et moi en parlant d'ailleurs, parce que c'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est pas une classe au sens où ils y passent toute l'année. Il y a ces va-et-vient et qui tentent, en tout cas dans l'école dans laquelle vous avez fait ce reportage dessiné, avec des enseignantes qui modulent énormément, qui sont très attentives élève par élève à est-ce qu'il va pouvoir suivre sans se noyer dans la classe traditionnelle ou est-ce qu'il faut le garder en UP2A? Oui, c'est une classe de toute façon où les élèves sont tous très différents. Déjà, elle regroupe des élèves de tout niveau élémentaire au niveau des âges. Donc ça va de 6 ans à 11 ans pour les plus âgés. Ils arrivent tous de pays différents. Donc certains peuvent venir des États-Unis, de Côte d'Ivoire, du Sri Lanka. Et donc ils ont eu des scolarités différentes. C'est ça. Des rapports à l'école radicalement différents. Le livre, d'ailleurs, il s'ouvre sur... je prends les deux premières images. Hein. Oui. La première, c'est une double page avec un planisphère, enfin une carte du monde. Et effectivement, ils viennent absolument de partout. Et la deuxième image, alors, flûte, c'est ma mémoire qui me trompe, c'est la troisième. C'est le directeur de l'école en train de réparer un siphon. Toute l'histoire que vous racontez, et ce que vous découvrez, si vous commencez par là, c'est pas pour rien non plus, c'est aussi le dénuement en termes de service public dans lequel on travaille les gens. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je voulais absolument commencer par cette image du directeur plombier, parce qu'il obtenait vraiment pas rapidement ces réparations. Donc c'est toujours, mais pour les directeurs et directrices que j'ai rencontrés, et aussi enseignants, mais directeurs pour ce type d'intervention, mettre les mains dans le cambouis. En permanence. Le plombier finit par arriver, mais je crois que ça se passe en page 80, je ne sais plus combien. Voilà. À un moment, il arrive. Donc ça, c'était important pour moi de le signifier. Et puis au tout début, c'est vrai que la classe du PE2A, c'était
un prétexte que c'est une classe passionnante par sa singularité, mais j'avais envie aussi d'ouvrir un peu la porte d'une école publique, du quotidien d'une école publique, dont on ne réalise pas forcément, même si on en parle beaucoup, les difficultés au quotidien. Et ça, c'est vraiment un sujet qui traverse tout le bouquin jusqu'à la fin où ils vont passer une épreuve dans une autre école publique et on voit dans un coin une banderole « École publique en danger ». Il va y avoir un tout petit moment de solitude pour celles et ceux, c'est une nouveauté de l'année sur School, qui nous écoutent en podcast, parce que je vais montrer quand même quelques images pour celles et ceux qui nous regardent à la télévision. Ça, c'est un extrait, c'est vos carnets. Donc en fait, concrètement, quand vous allez dans c'est pour ça que je parle de reportage dessiné. Hein. Oui, quand vous allez dans l'école, vous avez un carnet comme ça, vous prenez des notes, vous écrivez énormément d'ailleurs, dans le livre vous écrivez pas beaucoup. Oui, c'est des écritures dessinées. En fait, je dessine les situations très très vite et je note tout ce que j'entends d'intéressant comme dialogue. Et là, par exemple, on était dans le bureau du directeur. Moi, j'étais dans un petit coin, il m'avait permis de passer la journée avec lui. Et je notais tout ce qui se passait parce qu'il est sollicité pour des sujets complètement différents, entre le plombier, les problèmes d'architecture de l'école qui s'écroulent, et à côté de ça, un enfant dont la mère a un problème pour trouver un orthophoniste et ne parle pas le français. Et voilà, il est constamment... Et on le retrouve ensuite, alors je vous le montre parce que c'est rigolo, donc il y a ce dessin, et ça va donner une vignette, alors c'est pas que, mais bref, là par exemple, où on voit le carnet de notes, ou le post-it du directeur, et on devine qui a marqué, DPL bâtiment, j'imagine que c'est une mesure de truc, dérogation tel élève, rectorat rendez-vous, psychologue scolaire. Ça c'est sa liste du matin, il se levait très tôt, et il disait, à 6h30, je fais ma liste de tout ce que je dois faire dans la journée. Et en général, à la fin de la journée, je n'ai pas coché 2 choses parce qu'il s'est passé tellement d'imprévus. Pendant la journée de classe. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est plutôt une zone intermédiaire? Ça ressemble beaucoup à des vignettes que j'ai vues dans le... Ou ça aussi, c'est fait en live? Ça, c'est fait en live. Aussi. Ça, c'est dans la classe de Sophie, la classe du PE2A. Donc là, j'étais assise à côté des enfants et je dessine un petit peu ce qui se passe... au quotidien, des arrivées d'enfants. On va les présenter d'ailleurs, ces enfants, parce qu'ils ont des destins absolument incroyables. Vous nous les présentez au fur et à mesure. Profil quand même très hétérogène, mais quasiment tous partagent un vécu commun qui est un vécu traumatique. Mais c'est le vécu de l'exil. C'est ça. Alors, il y a des exils plus ou moins traumatisants. Beaucoup quand même ont rêvé la France. Quand on les voit s'exprimer, parce qu'il y a des petites pages où ils donnent un peu leur vision, des interviews en quelque sorte, leur récit de leur exil. Mais c'est vrai que souvent, les exils ne sont pas choisis. Ils ont quitté leur pays parce qu'il y a des problèmes économiques. La plupart du temps, c'est ça. Après, ça peut être en UPE2A, ce qui les lie, c'est le fait de ne pas parler français. Donc, ça peut être aussi juste des parents. Par exemple, les parents brésiliens, ce sont des architectes qui sont venus travailler en France. Il n'y a pas de problème social particulier. Non, il y a une jeune indienne qui a été adoptée. Ah oui, Isha, elle a été adoptée. Si mes souvenirs sont bons, qui est très attachante aussi. Et puis il y en a d'autres qui ont traversé, pour les uns la Méditerranée sur des embarcations de fortune, pour les autres le désert. Oui, alors ça, c'est intéressant parce que je me suis mise un petit peu à la place de l'enseignante, c'est-à-dire que les enseignants, quand ils voient arriver ces enfants, et le directeur non plus me disait, on ne pose pas de questions sur leur vie précédemment, leur statut. Ça ne regarde... Ce ne sont pas des policiers, ça ne regarde pas les enseignants, ça ne regarde pas l'école. Donc ils apprennent petit à petit, à force de voir les enfants vivre, s'exprimer, et par des petits indices comme ça au quotidien à l'école. Par exemple, pour Afo et Abdou, Sophie se rend compte quand Afo panique, quand elle dit qu'ils vont faire un bateau-mouche, qu'ils ont traversé la Méditerranée un bateau de fortune. Et donc là, elle se rend compte qu'il y a eu un traumatisme grave. Très grave, ouais. Les nouveaux venus, c'est le titre de cet album qui sort aux éditions du Faubourg. Immersion dans une classe accueillant les enfants du monde, c'est signé Aurélie Cassex, qu'on retrouve dans quelques instants pour la suite du Grand Oral, mais pour l'heure, l'anti-sèche. Guillaume Buran. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes le 16 septembre, c'est la journée internationale de la protection de la couche d'ozone qui reste un enjeu majeur en 2024 et qu'on rencontre dans les programmes scolaires. Effectivement, la couche d'ozone, c'est appris notamment en classe de SVT, mais aussi pour les spécialités, pour celles et ceux qui sont en classe de première et terminale, notamment à travers différents thèmes. Il y a l'environnement, l'exploitation, la protection ou encore l'étude tout simplement de l'atmosphère, de l'hydrosphère et du climat. Séquence révision, la couche d'ozone, c'est quoi? Merci. Effectivement, de rien. C'est la partie de l'atmosphère qui est située entre 20 et
50 km d'altitude dans la stratosphère, une concentration d'ozone notamment qui est d'ordre de 10 parties par million. L'ozone qui est notamment de la stratosphère qui absorbe la plupart des rayons ultraviolets, dommageables sur le plan biologique mais aussi animal. C'est très mauvais pour les humains mais aussi pour les plantes et les animaux. On parle notamment des rayons UVB qui pénètrent et qui du coup grâce tout simplement à cette stratosphère ne pénètrent pas, en tout cas sont réduits. D'ailleurs il faut savoir que les instruments terrestres et les satellites ont enregistré justement une baisse de l'ozone stratosphérique en raison des activités humaines avec, on en parle souvent, les émissions de gaz à effet de serre, la quantité d'ozone qui se situe par exemple au-dessus de certaines régions, pense à l'Antarctique, est appauvrie jusqu'à 60% notamment sur la période du printemps de septembre à novembre. C'est vrai que c'est souvent l'exemple qu'on prend pour dire que ça peut fonctionner, une politique mondiale pour sauver la planète. J'imagine que l'objectif de cette journée mondiale, c'est d'accélérer. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, une fois qu'on a mis en évidence justement cet appauvrissement de la couche d'ozone, c'était notamment au début des années 70 où vraiment on en a pris compte. Il y a 2 traités qui ont été signés, la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal. On va en parler dans quelques instants. Ils ont été négociés lors des programmes des Nations Unies. C'était en 1985, puis en 1987, des traités qui ont été ratifiés par la plupart d'ailleurs des pays du monde. Ils ont permis d'obtenir, comme d'ailleurs premier résultat, une réduction de plus de 80%, notez bien, de la production, de la consommation des substances. On pense donc à ces gaz à effet de serre. Et cela fait 30 ans tout simplement que l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé comme date anniversaire cette signature en 87 de ce protocole de Montréal et de cette convention donc de Vienne. Les États qui sont donc invités à l'occasion de ces journées à faire plus pour l'environnement. Vous nous l'avez promis, petite révision, là encore, Convention de Vienne, Protocole de Montréal, on commence par Vienne. Alors, on va faire extrêmement simple. Il est reconnu que la nécessité d'accroître la coopération internationale entre les pays en vue de limiter les risques que les activités ont justement sur la stratosphère et donc sur cette couche d'ozone. Il y a 7 règles, je vais vous en citer quelques-unes. Les pays sont conscients de l'incident néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine toute modification de la couche d'ozone. Les États ont le droit également d'exploiter leurs propres ressources, mais attention, ils doivent en connaître les conséquences et les dommages que cela pourrait provoquer sur l'environnement et puis également déterminer à protéger la santé des êtres humains. Ça, c'est Vienne. Montréal. Montréal, on part du côté du Canada, cette fois-ci. Là, c'est la protection de la couche d'ozone, tout simplement par l'élimination graduelle, dans le temps donc, à l'échelle mondiale, des émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, le deuxième objectif, c'est de réduire la production et la consommation, justement, de ces gaz à effet de serre qui sont donc puissants et qui sont néfastes. Protocole signé absolument par tous les pays des Nations Unies. Il y a eu Exactement. un récent rapport de l'Oxfam sur le réchauffement climatique qui dit que face à ce réchauffement, il y a un manque de préparation des écoles françaises, notamment aux épisodes de forte chaleur. Tout à fait. D'ici 2030, c'est demain, si on y réfléchit. 7138 écoles maternelles comptant près d'1,5 million d'élèves pourraient donc être exposées en classe à une chaleur qui pourrait excéder, tenez-vous bien, les 35 degrés. On l'a vécu avec les fortes chaleurs il y a encore 2 ans de cela. Donc 35 degrés d'ici 6-7 ans. Les vagues de chaleur qui pourraient être répétitives. Là aussi, dans une France à plus de 4 degrés, les jours de vagues de chaleur seront multipliés par 5 selon le rapport. Et en Ile-de-France, cela pourrait représenter 94 jours au-dessus des 35 degrés, soit un quart de l'année selon l'Oxfam qui a travaillé avec Météo France pour obtenir ces données. Donc il est temps d'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire alors justement pour améliorer la situation ? J'ai un exemple à vous donner. On va rester en Ile-de-France justement. C'est la mairie de Paris qui fait ça. Ça s'appelle les cours Oasis. Concrètement, les cours des écoles, des collèges, des lycées sont réhabilités pour devenir des oasis. On a cette image dans le désert où d'un coup on voit de l'eau et de la verdure. Justement, c'est l'objectif de la mairie, davantage planter. Attention, les sols sont également modifiés pour mieux absorber la chaleur et également pour la pluie. La gestion de pluie est réfléchie par la mairie. Il y a des plantations. L'objectif, en fait, c'est que lors des périodes de forte chaleur, les personnes âgées qui sont fragiles, les enfants également qui le sont, pourront se retrouver dans ces cours pour tout simplement profiter d'air frais, d'un peu de verdure et des oasis pour éviter ces fortes chaleurs. Donc on va vers le mieux. Mais il reste beaucoup à faire, mais avec cette idée effectivement d'ouvrir les cours à tout le monde. En fait, tout le monde retourne à l'école quand il fait chaud. Voilà. Exactement. Même papy et mamie, c'est chouette. Guillaume, merci beaucoup. Les nouveaux venus, immersion dans une classe accueillant les enfants du monde. C'est un album signé Aurélie Castex aux éditions du Faubourg. Grand oral, la suite. Aurélie Castex, instit en UPE2A, c'est assistante sociale, psychologue, logeuse occasionnelle. Alors finalement, ça ne se fait pas, mais il y a quand même un moment où des enfants
Les parents ne peuvent plus venir les chercher et Sophie, l'instit dit ils n'ont qu'à venir à la maison. Tout ça renvoie effectivement à un défaut criant de soutien public. Oui, et d'ailleurs j'allais rebondir pour vous dire que c'est instit en UPE2A, mais c'est aussi instit dans l'école publique tout court, dans certains quartiers en particulier. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, Paris, dans votre quartier quoi. Moi, en tout cas, Paris Nord, Paris Est, je suppose aussi effectivement en Seine-Saint-Denis et sans toutes doute, les zones paupérisées de ce pays. Oui, j'ai des amies institutrices dans la banlieue du Mans. C'est pareil. C'est pareil. Donc, ce qui oblige les enseignants, les personnels d'éducation à parfois trouver des solutions qui sont à la limite de la légalité, mais pour protéger les enfants. C'est ça que vous racontez aussi. Parce qu'en fait, quand toute l'équipe est complète, ça fonctionne. C'est-à-dire que normalement, il y a une assistante ou un assistant social, il y a un médecin scolaire, il y a une infirmière. Le directeur m'expliquait que quand tout le monde est là, ça fonctionne très bien. Chacun a le droit à des informations. Par exemple, l'assistante sociale ou la psychologue scolaire peut parler aux enfants de choses, peut parler avec lui de choses dont l'enseignant ne va pas parler. Et ensuite, ils travaillent ensemble en équipe pour faire avancer les choses pour l'enfant. Mais c'est vrai, comme il manque cruellement, dans certaines écoles, de toute façon, on le sait bien, il y a de moins en moins de médecins scolaires, ils ont des tas d'écoles en même temps. Les psychologues scolaires, c'est la même chose. Moi, quand j'étais dans l'UPE2A, là où j'étais, il n'y avait pas de psychologue scolaire à ce moment-là, alors qu'on voit bien que les enfants ont vraiment parfois des grosses difficultés ou des traumatismes. Donc c'est l'enseignante. Ils sont laissés dans une grande solitude quand même. On ressent une grande solitude quand même. De la part des enseignants, oui. Alors, dans ce que vous montrez, il y a un travail d'équipe formidable, moi, mais une solitude institutionnelle, j'entends. J'ai vu, effectivement, j'ai vu des équipes formidables avec des enseignants qui travaillent vraiment ensemble. Voilà. Et c'est la force. Qui ont le souci, avec leurs élèves, de dire entraidez-vous, soyez ensemble, faites communauté. Et on sent quand même tout ça est traversé par des vécus qui peuvent être différents. Il y a un poids du religieux aussi. Vous en donnez deux exemples. La cantine. Mais aussi une élève qui à un moment dit, après une super sortie où on a visité la grotte de Lascaux, etc. De toute façon, moi, ma maman, elle m'a dit que les hommes préhistoriques, ça n'avait pas existé. Oui, c'est sa grand-mère qui est très religieuse et qui lui dit non, mais ça n'existe pas, tout ça. Donc, il y a une façon, j'ai trouvé, très délicate de Sophie pour ne pas... Sophie l'instit, on le rappelle. Voilà, l'instit. Ni juger, ni donner son avis. Chacun, elle explique toujours, ça c'est quelque chose d'intime, la religion, c'est pas à l'école, c'est quelque chose de personnel. Mais par exemple, pour les hommes préhistoriques, elle lui fait juste la preuve par toi, parce qu'elle les avait emmenés voir ces dessins. Donc elle a dit, écoute, tu réfléchis, toi tu les as vus, ces dessins, qui ont été dessinés par des hommes préhistoriques. Donc je te laisse réfléchir s'ils ont existé ou non. Mais coup de bol, l'élève ne répond pas, c'est une reconstitution. Il se fait avoir sur ce coup-là. Mais c'est vrai, non, son engagement est absolument formidable. Ils apprennent prioritairement la langue française. Elle les reprend inlassablement sur des petites erreurs de vocabulaire, sur des erreurs grammaticales, des erreurs de prononciation. Mais ils apprennent aussi d'une certaine manière la vie quotidienne en France. Et il y a notamment une scène que vous racontez où ils vont manger de la soupe à la fin, où ils vont marcher. Il y a aussi cette idée de vous apprendre à vivre dans ce pays qui est nouveau pour vous. Oui, ils apprennent aussi à devenir élèves à l'école. Ils apprennent... En fait, la classe se fait beaucoup à l'oral pour Sophie. Elle parle énormément, ils chantent, elle raconte beaucoup d'histoires. Et effectivement, par exemple, l'épisode de la soupe, c'est une façon de leur faire parler le français. Ils doivent aller au marché et acheter un légume eux-mêmes, chacun. Alors, il y en a un qui doit acheter des carottes, alors qu'il parle très peu le français. Donc, pour eux, c'est intimidant. Il va aller voir le marchand, et les autres sont derrière. Et puis, une fois qu'ils ont chacun acheté leurs légumes, ils vont faire une soupe tous ensemble. Et c'est l'occasion aussi de discussion, comment ça se passe à la maison. Et donc, elle a toujours des prétextes très concrets, en fait, pour les faire travailler. Il n'y a pas vraiment de programme. L'idée, c'est qu'ils apprennent le français dans cette classe. Pour pouvoir le plus rapidement possible s'intégrer dans la classe ordinaire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Chaque heure est vraiment précieuse. Alors, il y a eu une réforme en 2012, ai-je vu en préparant cette émission, qui a diminué le nombre d'heures d'enseignement, 5 heures de cours hebdomadaires qui avaient été supprimées. Et est-ce qu'on sent cette pression-là il faut aller vite? Parce qu'il y a un examen en fin d'année pour certains. Le DELF. Alors, il y a un examen. Le baccalauréat des élèves nouvellement arrivés. Quoi. Oui. Parce que c'est ça qui va valider le fait qu'ils ont le droit d'aller ensuite en cursus ordinaire, c'est ça? Alors,
Il y a un examen. Est-ce que ça valide Non, je ne pense pas. En fait, en le disant, je me suis dit que ça ne le validait probablement pas. Mais c'est un diplôme important. C'est un diplôme important pour eux parce que ça leur permet ça les valorise. Et c'est ce que dit Sophie dans la BD et dans la vie, c'est qu'elle les envoie à ce diplôme quand elle sait qu'ils sont prêts. Ils vont pas le rater, ce diplôme. C'est l'école des fans, hein. Taux de réussite 100%. Je spoil, l'idée, c'est pas de les déstabiliser, de leur faire perdre confiance. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de DELF, DELF A, DELF B, où il y a des niveaux de français différents. Non, je pense que le rapport au temps qui est un peu difficile, c'est qu'il me semble qu'en UPE2A, on peut y rester 1 an. C'est ça. Parfois, elle les prend une deuxième année de façon plus réduite parce qu'ils ont besoin quand même de consolider. En 1 an, pour certains, c'est très difficile. Pas du tout le même niveau. Il y a des collègues de Sophie, l'institut que vous montrez, qui avaient signé en 2022 une tribune dans Le Monde. Alors, ils étaient tous en Seine-Saint-Denis, mais que je cite, dont je cite un extrait, on estime à 4 années le temps nécessaire pour être à l'aise dans une langue de scolarisation nouvelle. On nous en donne 1, 2 pour les élèves sans scolarisation antérieure. Voilà. En réalité, ce temps est rarement atteint car les élèves arrivent tout au long de l'année. Nous travaillons donc dans l'urgence. Chaque minute de cours est précieuse. Je voudrais qu'on termine en parlant de ces élèves, parce qu'on en a à la fois beaucoup parlé, mais pas tant que ça. Il y en a qui vous ont particulièrement impressionné. J'ai l'impression, Prisha, par exemple, non? Ah oui, Prisha, c'est impressionnant. Une gamine d'une volonté incroyable. Ah oui, elle est... Alors, Prisha, elle a été... en fait, c'était une enfant qui vient d'Inde et qui était adoptée. Elle vient d'un orphelinat à Calcutta et elle a eu une vie très difficile avant d'être adoptée. La chance qu'elle a eue, c'est que comme elle a été adoptée par une maman française, elle a eu beaucoup d'aide à la maison par rapport à d'autres qui sont dans des familles qui n'ont pas les codes, qui ne parlent pas non plus le français dans la famille, etc. Donc Prisha, elle a pu avancer très vite à l'aide de sa maman, mais elle a effectivement elle a une grande maturité elle se rend compte de la chance de la chance d'être en France et elle prend tout ce qu'il y a à apprendre en fait. Mais gamine qui en même temps, quand elle raconte son histoire, si je me souviens bien, raconte que dans son orphelinat, elle était déjà en train de s'occuper des autres. Elle a 6 ans, elle s'occupait des bébés, elle faisait la vaisselle de l'orphelinat, enfin, c'est assez incroyable. Et pour dire que tout ça fonctionne et que tous ces efforts ne sont pas vains, vous nous annoncez à la fin, là encore je divulgage un peu mais c'est pas grave, qu'elle a eu son brevet avec mention, qu'elle est admise ensuite dans un lycée qui lui plaît. Il y en a d'autres qui vous ont marqué, j'imagine qu'ils sont tous bouleversants, mais allez, s'il faut ils m'ont tous, ils m'ont tous marqué, mais Abdoulaye et Afo aussi. Ils ont. Ce qui est difficile pour eux, c'est arriver au collège. Ils sont un peu lâchés dans la jungle, alors qu'ils ont été vraiment bien aidés avec l'UPE2A. Moi, je trouvais que c'était un dispositif vraiment formidable, mais c'est vrai qu'ils sont bien aidés. Puis tout d'un coup, on les lâche complètement. Donc eux, c'est plus difficile. Moi, ce que j'admire chez eux, c'est que eux, c'est typique, c'est l'inverse de Prisha. Ils ont une famille qui a des difficultés. La mère ne parle pas français, donc pour eux, c'est avec des petits frères et sœurs à s'occuper. Donc même en France, leur vie continue à être compliquée et il faut se battre pour y arriver, quoi. En tout cas, les UPE2A y contribuent largement. Tous ces enseignantes et enseignants formidablement engagés, à qui vous rendez hommage assez directement, finalement, à travers ce portrait dans le bouquin. Le titre, je le rappelle, Les Nouveaux Venus, Aurélie Castex, Immersion dans une classe accueillant les enfants du monde. C'est aux éditions du Faubourg. Merci d'être avec nous et d'avoir été avec nous. Merci. Mais vous voulez bien rester un peu? Oui. Allez, vous allez voir. On a un cours particulier hebdomadaire qui nous est donné par Marie-Olivier qui va nous rejoindre et on va parler d'un sujet qui est tout proche du vôtre, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Il y a un cours particulier qui tombe particulièrement bien aujourd'hui puisque vous allez nous parler d'une association qui œuvre pour l'inclusion des personnes déplacées, mais cette fois par le sport. Exactement. Alors, kaboubou, c'est un mot en swahili qui veut dire un état d'esprit d'ouverture, à la rencontre, mais pas n'importe quelle rencontre, la rencontre faite à travers la pratique d'un sport. Et pour une fois, depuis la rentrée, où on vous a quand même beaucoup bastonné des initiatives post-JO, celle-ci n'en est pas une. N'est-ce pas? Non, l'association existe depuis 2018, donc bien avant, et c'est au détour de conversations, de rencontres, mais aussi de conversations quand même par rapport à l'héritage des Jeux Olympiques, Paralympiques de Paris 2024 que kaboubou est né. Donc il y a quand même un petit lien. Il y a quand même un lien objectif de cette association. Alors, inclusion sociale ?
Oui, l'objectif de Kaboubou, c'est vraiment l'inclusion sociale des personnes déplacées grâce au sport, aux valeurs fédératrices du sport. En France, en 2019, on comptait pas moins de 133 000 demandes d'asile et on a délivré la même année 46 000 statuts de réfugiés, donc c'est vraiment très important. Des personnes qui, comme dans le livre d'Aurélie Castex, arrivent chacune avec une histoire singulière. Exactement, hein, ces chiffres sont autant de destins, d'histoires, de vécus, de fuites aussi, hein, de pays en guerre ou en crise. Et vous le savez, ces personnes, elles sont souvent dans notre société victimes de préjugés ou de discrimination. Et en fait, c'est vraiment ce que Kaboubou entend casser, démonter par le sport. Comment s'y prennent-ils ? Alors, ils développent différentes actions. Ouais. Il y a 3 axes. Le premier, c'est l'inclusion sociale, on en parlait. Le deuxième, c'est l'intégration professionnelle. Et le troisième, des ateliers de sensibilisation. Si on les reprend, l'inclusion sociale, ça marche comment ? Inclusion sociale, ils organisent chaque semaine des activités sportives gratuites, ouvertes à tous les publics, donc réfugiés, non réfugiés, jeunes et moins jeunes. L'idée, c'est que tout le monde se mélange et qu'on échange. Insertion pro ? Insertion pro aussi. Alors en fait, depuis 2020, donc 2 ans après sa création, Kaboubou est devenu un organisme certifié de formation. Et donc, il forme des gens à devenir, par exemple, coach sportif, animateur sportif. Il les aide aussi en amont. C'est souvent des gens réfugiés avec l'usage de la langue, l'apprentissage. Et l'an dernier, il y a 46 personnes qui ont été formées à ces métiers. Super. Et les ateliers de sensibilisation ? Et les ateliers de sensibilisation, eux, ils appellent ça la fresque de la migration. Alors, cette fresque, c'est vraiment... Il y a des ateliers qui sont organisés. Hein, il y a une trame. Ça permet de découvrir des déplacements vécus, des déplacements réels de personnes, comme les histoires de Kamal, d'Ashrala ou encore de Mila. Et donc ça, l'idée, c'est quoi ? C'est de se mettre à leur place ? C'est vraiment de se mettre à leur place et de comprendre les vécus, les étapes de chaque personne réfugiée, de comprendre ici, par exemple, la procédure d'asile, hein, qui n'est pas forcément facile à comprendre au premier abord. Et souvent, les personnes qui font ces ateliers, ces fresques de la migration, ressortent avec l'envie, ou en tout cas la volonté, d'intégrer ces personnes-là un peu plus dans la société. D'accord, et là, on sort du sport, en fait. On sort du sport, mais en fait, c'est toujours très lié. Hein, migration et sport, c'est très, très lié chez Kaboubou. C'est dans l'ADN. Par exemple, en 2022, ils ont aussi créé un programme spécifique pour les jeunes et les enfants qui s'appelle Terrain d'avenir. Alors, ils l'ont fait avec plein d'autres associations d'inclusion sociale, mais aussi le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques et la Fédération officielle olympique pour les réfugiés. La Fondation olympique pour les réfugiés, c'est celle-là, ouais. C'est ça. Et alors, ils font quoi avec les enfants ? Alors, les enfants et les jeunes, réfugiés ou non, je vous parlais tout à l'heure, ils font des activités sportives ensemble. Donc l'idée, c'est de se rencontrer. Ils peuvent aussi découvrir des métiers du sport ou encore se former à être bénévoles dans le sport. Donc avec à chaque fois quoi, des ateliers spécifiques ? Des ateliers spécifiques, pas des cours, hein, des ateliers, des formations courtes ou encore ils participent aussi à des événements sportifs ou autour du sport qui peuvent créer des vocations d'ailleurs. Au-delà de ces activités sportives, il y a l'idée de les aider à se projeter aussi dans la société ? Exactement, de s'intégrer, de comprendre les codes de leur société d'accueil, hein, c'est super important, et aussi de se projeter dans un avenir positif, ce qui n'est pas toujours évident quand on arrive dans un pays. Donc par exemple en se projetant dans une carrière dans le sport. Marie, la question rituelle de fin d'émission, comment ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne bien. Au premier trimestre 2023, 850 enfants et jeunes ont participé à Terrain d'avenir, donc le programme spécifique pour eux. Et Kaboubou a organisé des activités sportives un peu différentes avec 4000 personnes. Ce qui fait quand même pas mal de monde. C'est pas mal. Marie, merci beaucoup. Aurélie, ça ressemble ? Ça me fait vraiment penser, effectivement, c'est la même philosophie, c'est quand vous disiez se mettre à la place de l'autre. Ouais. C'est la façon, c'est comme ça que Sophie me parle de son travail, l'empathie et essayer de comprendre les enfants à qui elle enseigne. Eh ben, j'aime bien qu'on termine l'émission là-dessus parce que c'est quelque chose de très très fort. Il y a plein de vie, plein de joie dans le livre, même s'il est aussi dur par certains aspects dans son message. Et je me permets de reciter les collègues de Sophie de Seine-Saint-Denis qui écrivaient dans Le Monde qu'une langue s'apprend en la parlant et la barrière de la langue est paradoxalement un atout. En bousculant les conventions, elle fait de nos classes des lieux chaleureux, pleins de spontanéité. Vous validez ? Ah oui, complètement. Merci beaucoup Marie pour ce zoom sur Kaboubou. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Je vous renvoie toutes et tous sur les nouveaux venus Immersion dans une classe accueillant les enfants du monde. C'est aux éditions du Faubourg. Et puis merci aussi évidemment à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou, à la réalisation Alice Pitavi. Vous nous retrouvez en permanence sur School TV sur laquelle vous restez. Nous on est aussi sur les réseaux sociaux et donc vous pouvez désormais retrouver le Grand Oral aussi en version podcast. C'est une nouveauté de l'année.